La révolution camerounaise en 2025 doit-elle s'inspirer de la révolution sénégalaise, du mouvement PASTEF qui a conduit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre et acolyte Ousmane Sonko, premier ministre du gouvernement du Sénégal, au pouvoir? Est-ce le chemin que le peuple camerounais et plus amplement les peuples africains peuvent considérer comme étant leur chemin? Voilà la question telle qu'elle est posée et je l'aborde tout de suite de manière méthodique. D'abord en rappelant les grandes lignes de la révolution sénégalaise de PASTEF et en rappelant les grandes lignes de la situation politique camerounaise. Quand on va regarder en quoi consiste la révolution sénégalaise de PASTEF et qu'on va se remémorer les grandes lignes de la situation politique camerounaise, on sera en capacité de conclure dans un troisième moment pour dire si on aurait raison au Cameroun de s'inspirer de Diomaye et de Sonko pour changer le Cameroun ou si on aurait plutôt tort. Si on aurait tort, de qui doit-on s'inspirer? Voilà le problème tel qu'il va se poser à nous. Et merci de partager cette émission. Alors, très bien. On va commencer par la première question. En quoi consiste la révolution de PASTEF, ce que j'appelle la révolution pastéfienne au Sénégal? En quoi est-ce qu'elle consiste? Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de leur mouvement PASTEF, ont pris le pouvoir au terme d'une lutte âpre qui a opposé PASTEF, mais plus amplement la majorité du peuple sénégalais, au régime devenu autoritaire et dictatorial de Macky Sall en 2024. Il faut rappeler qu'au Sénégal, de tradition depuis 1960, gouvernent des chefs d'État qui ont été globalement choisis, orientés, encadrés et soutenus par la puissance coloniale française. Que ce soit Léopold Sédar Senghor, le premier président de cette République du Sénégal, que ce soit son successeur, Abdou Diouf, le second président de cette République du Sénégal, que ce soit celui qui a succédé à Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade, troisième président de la République du Sénégal, que ce soit celui qui a succédé à Maître Abdoulaye Wade, à savoir Macky Sall, quatrième président de la République du Sénégal, et bien que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'homme qui a succédé au président Macky Sall depuis 2024, les dirigeants sénégalais sont sans exception tous issus d'un adoubement préalable de la puissance coloniale et néocoloniale française. Pour ce qui est de Senghor, il n'est pas difficile de rappeler ici qu'il a été porté à bout de bras par la France pour prendre le pouvoir au Sénégal et assurer que le Sénégal soit un élément essentiel du précaré français. C'est Senghor qui a livré le Sénégal comme base militaire française. C'est Senghor qui a livré le Sénégal comme succursale de la monnaie coloniale et néocoloniale française du CFA. C'est Senghor qui a livré le Sénégal comme position essentielle à partir de laquelle le néocolonialisme français déstabilise toute l'Afrique. Senghor, de ce point de vue, n'a rien inventé. Depuis la fin du 19e siècle, sous Napoléon, le Sénégal a été conçu comme le laboratoire de la soumission de l'Afrique à la domination française. C'est d'ailleurs au Sénégal qu'avait été mis en place un corps spécial appelé les tirailleurs sénégalais, qui a d'abord servi à coloniser les Africains en s'appuyant sur les Africains, avant d'être l'unité de base de la mobilisation pour sauver la France de la domination allemande
et de la domination précisément nazie lors des Premières et Deuxième Guerres mondiales. Que le Sénégal soit une base avancée de la France-Afrique, c'est une évidence scientifique sur laquelle je ne voudrais pas revenir ici. De manière constante dans l'histoire du Sénégal depuis 1960, le colon et le néocolon français ont veillé à écarter toute Sénégalaise et tout Sénégalais qui veulent affranchir le Sénégal de l'occupation militaire, de l'occupation monétaire, de l'occupation politique et de l'occupation culturelle française. Quand on regarde les conditions dans lesquelles s'est déroulée la révolution de Pastef au Sénégal, on voit Pastef partir d'un discours panafricaniste révolutionnaire radical, un discours anti-France-Afrique, un discours anti-colonialiste. Et on voit Pastef arriver au pouvoir, mettre de l'eau dans son vin, renoncer à la théorie de la rupture qui lui a permis de faire campagne pour battre Macky Sall, pour désormais entrer dans la théorie de la coopération intelligente, de la collaboration en quelque sorte mesurée, la théorie en quelque sorte de l'arrangement, de la compromission avec le système france-africain. Quand on regarde la révolution sénégalaise de Pastef, on reconnaîtra qu'il y a deux Pastef. Un Pastef d'opposition et un Pastef au pouvoir. Le Pastef d'opposition a invoqué le panafricanisme révolutionnaire dans sa forme sankariste, dans sa forme raoulingsienne, dans sa forme nkrumahiste, dans sa forme lumumbienne, dans sa forme authentiquement africaine. Mais le Pastef de gouvernement s'est mis à pratiquer en réalité une coopération et une collaboration de plus avec l'ordre néocolonial français. Cela a commencé par les flatteries des dirigeants de Pastef aux représentants du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Et le plus grand de ces représentants s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Le Pastef d'opposition n'est pas le Pastef de gouvernement du point de vue de la géopolitique. Et ce point, je vais le développer après avoir relancé la micro-vidéo de 10 minutes qui va aller sur TikTok. Permettez-moi de relancer parce que j'envoie des micro-vidéos de 10 minutes à chaque fois. Voilà, c'est reparti pour 10 minutes côté TikTok, une fois de plus. Donc, sur le plan de la géopolitique du gouvernement Pastef, on a vu une rupture avec le principe du panafricanisme révolutionnaire qui était invoqué pendant la période d'opposition. En quoi consiste cette rupture? Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre Ousmane Sonko a maintenu des relations diplomatiques avec une puissance qui a ouvertement reconnu avoir participé à une agression terroriste contre le peuple malien. Cette puissance s'appelle l'Ukraine. Fin juillet 2024, l'Ukraine, en association avec Al-Qaïda, l'État islamique, en association avec l'État agresseur d'Algérie, l'Ukraine s'est attaquée au Mali, à Tinzaouaten. L'Ukraine a participé au massacre de plusieurs dizaines de soldats de notre terre africaine du Mali. Quelque temps après les actes militaires terroristes sur le terrain, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et de hauts responsables de sécurité ukrainiens sont apparus sur la page officielle de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal pour reconnaître que l'Ukraine a activement participé aux côtés des organisations terroristes à l'agression contre le Mali. Les autorités sénégalaises nouvelles, pastéfiennes, ont eu l'occasion de montrer qu'elles n'étaient pas des révolutionnaires panafricanistes, car elles se sont contentées de convoquer
l'ambassadeur d'Ukraine pour lui faire des remontrances. Et elles l'ont laissé tranquillement retourner à son bureau. Elles ont maintenu leurs relations diplomatiques avec un pays qui a assumé officiellement sa participation à l'agression terroriste contre l'Afrique, l'Ukraine. Voilà sur le plan diplomatique le visage que nous a montré le gouvernement PASTEF. Un visage de collaboration avec la domination anti-africaine. Un visage de collaboration avec l'impérialisme. Toujours sur le plan géopolitique et géostratégique, bien que les dirigeants, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou le premier ministre Ousmane Sonko, aient clairement indiqué leur volonté de se démarquer du néocolonialisme français, jusqu'à ce jour, pratiquement après un an d'exercice du pouvoir, ils n'ont pas officiellement rompu les accords de défense et de coopération néocoloniaux qui lient la France au Sénégal. Ils parlent seulement d'obtenir le départ des troupes françaises, mais ils ne remettent pas en cause le principe de l'accord colonial et néocolonial de défense. On a vu l'actuel président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye aller à Abidjan en Côte d'Ivoire féliciter l'un des pires dictateurs africains, Alassane Dramane Ouattara. Je cite Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parlant à Abidjan lors de sa visite. Je tiens à vous féliciter. Il s'adresse à Alassane Ouattara, l'homme qui envisage de faire un 4e mandat et qui vient d'exclure 4 candidats de l'opposition des listes électorales. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'adresse à cet homme-là et il dit « Je tiens à vous féliciter pour les progrès que vous avez réalisés en matière de démocratie et de stabilité. » Fin de citation. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est ainsi inscrit en grand défenseur du plus grand ennemi de la démocratie en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et du chef d'État africain le plus détesté de tous les Africains, Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est un vassal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Donc voilà comment s'est présenté à nous le PASTEF en tant que parti de gouvernement. Les panafricanistes révolutionnaires qui ont observé PASTEF quand il était dans l'opposition ne reconnaissent pas PASTEF depuis que PASTEF gouverne. La gouvernance de PASTEF s'inscrit dans le ronronnement classique du néocolonialisme français au Sénégal. Ils ont quitté le discours de la rupture pour entrer dans celui du compromis, voire de la compromission. Ils veillent à entretenir des relations cordiales avec les puissances qui s'affichent comme ennemis de l'Afrique. Et ils essayent de saupoudrer tout ceci par une diplomatie flatteuse. Ils font des tournées de temps en temps à travers toute l'Afrique pour tenter de faire croire aux Africains que vraiment ils sont avec eux. J'ajoute un 3e fait. Le gouvernement PASTEF, à peine arrivé au pouvoir, a demandé l'aide de l'Union européenne pour pouvoir surveiller sa frontière avec le Mali. Le gouvernement de Sonko et de Diomaye a demandé à l'Union européenne de l'aider à surveiller sa frontière avec le Mali. Alors que quand PASTEF était dans l'opposition, Ousmane Sonko avait juré qu'à peine arrivé au pouvoir, il enverrait des troupes sénégalaises combattre les terroristes aux côtés des troupes maliennes. Voici plus d'un an, bientôt un an, que Diomaye et Sonko sont au pouvoir et n'ont pas envoyé un seul soldat sénégalais combattre les terroristes au Mali. Je ne veux pas qu'il soit facile pour certains de venir dire ici que je suis aigri contre le gouvernement sénégalais, je suis jaloux du Sénégal. Je ne suis pas aigri contre le gouvernement sénégalais, je ne suis pas jaloux du Sénégal. Le poste de président la plus au Sénégal ne m'intéresse pas, premier ministre ne m'intéresse pas, ministre au Sénégal ne m'intéresse pas. Je n'ai rien demandé. Je dis ce que je vois. On peut donc conclure le tableau de la révolution sénégalaise en revenant quand même sur un élément à ne pas négliger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye de prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui a permis à PASTEF de prendre le pouvoir? Mais ce qui a permis à PASTEF de prendre le pouvoir, c'est trois facteurs clés. Il ne faut pas les négliger. Le premier facteur, c'est que grâce au discours panafricaniste révolutionnaire, PASTEF, dans l'opposition, a réussi à convaincre
l'écrasante majorité de la jeunesse sénégalaise. Donc, la première qualité de PASTEF, c'est que sur la base de son discours panafricaniste révolutionnaire, PASTEF a balayé large dans l'opinion sénégalaise et a pu construire un front puissant avec le soutien des opinions africaines, par ailleurs, contre Macky Sall. Voilà le premier facteur de la victoire. Le deuxième facteur de la victoire, il ne faut pas le négliger, c'est qu'il existe, malgré le fait que le Sénégal soit une république sous la botte du néocolonialisme français, il existe quand même une tradition d'alternance à la tête de l'État du Sénégal. Et cette tradition d'alternance a joué contre Macky Sall. Parce que même à l'intérieur du parti de Macky Sall, très peu de Sénégalaises et de Sénégalais étaient convaincus que Macky Sall devait essayer de faire un troisième mandat. Il a été littéralement forcé par ce qu'on peut appeler l'éthos politique, c'est-à-dire la tradition politique sénégalaise, a contraint Macky Sall à quitter le pouvoir. Ça, c'est le deuxième facteur. Il a voulu tripatouiller la Constitution, il a voulu décaler les élections, mais le fait que Senghor ait cédé le pouvoir à Abdou Diouf, qu'Abdou Diouf ait cédé le pouvoir à Wade, que Wade ait cédé le pouvoir à Macky Sall, a joué contre Macky Sall. Macky Sall est parti, bon an, mal an, mais sous la pression de ce qu'on peut appeler la tradition d'alternance sénégalaise pro-France africaine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, on a toujours écarté la possibilité d'arriver au pouvoir de tout candidat d'opposition qui n'est pas en allégeance envers la France-Afrique. Donc je parle d'une tradition d'alternance à l'intérieur de l'influence France-africaine. Ce n'est pas une alternance démocratique au sens authentique du terme. C'est une alternance de démocrature France-africaine qu'il y a au Sénégal depuis Senghor. Mais ça a pesé sur Macky Sall. Si Macky Sall est tombé, c'est parce que les Sénégalais ont pris l'habitude de changer de président, c'est-à-dire de passer d'un France-africain à un autre. Ce qui n'est pas un changement énorme. C'est un changement nominal, mais ce n'est pas forcément un changement de politique. Bon, mais c'est le deuxième facteur. Maintenant, il y a un troisième facteur. Une fois que Ousmane Sonko et Diomaye Faye tenaient la rue, une fois que Macky Sall était en difficulté en raison de la tradition d'alternance du Sénégal, il y avait un troisième facteur. C'est que les néocolons français ont rapidement compris qu'il fallait négocier leurs intérêts avec les prisonniers. Il fallait négocier leurs intérêts avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc les néocolons français ont lâché Macky Sall à la dernière minute. Et ils sont allés négocier avec les prisonniers pour garantir la stabilité de leurs intérêts vitaux. Garantir la stabilité de leurs intérêts vitaux. Est-ce que vous comprenez? Voilà les trois choses qui ont amené précisément Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Macky Sall et Ousmane Sonko, pardon, au pouvoir. J'ai dit trois choses. Mobilisation populaire sur des bases panafricanistes. Deuxième chose, tradition politique sénégalaise. Troisième chose, vous l'avez bien vu, eh bien, la négociation du pouvoir avec les hauts lieux de la France-Afrique. Voilà. Vous avez noté les trois raisons. On peut continuer. On peut continuer. Je passe à la suite. Excusez-moi. J'ai donc décrit la révolution de PASTEF. Si vous avez compris la révolution de PASTEF au Sénégal, vous avez donc compris que c'est une révolution à l'intérieur, sous l'aile du néocolonialisme français. Ils n'en sont pas sortis. Le comportement au pouvoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le comportement au pouvoir d'Ousmane Sonko ne correspond pas au comportement qu'ils avaient dans l'opposition. On voit très bien que pour qu'il leur soit permis d'exercer le pouvoir, il a fallu qu'ils mettent de l'eau dans le vin de leur panafricanisme révolutionnaire. Il a fallu qu'ils passent de la rupture à la collaboration. D'où ce que nous avons appelé à l'époque les aventuriers ambigus, l'aventure ambiguë, et bien des nouveaux dirigeants du Sénégal, les dirigeants de PASTEF. Alors, mes frères et sœurs, les militants de PASTEF, les plus radicaux et les plus sourds ne m'aiment pas beaucoup pour cela, mais c'est vrai. On ne peut rien comprendre. Ouais, il y a quelqu'un qui dérange. Bouchera mort pouille. Ouais, on le bloque.
Bouchra Morpouille, bon, puisque vous êtes un idiot déterminé, on va vous envoyer du côté des bergeries où vous avez votre place. Allez, hop. Voilà, nous avons banni de notre page YouTube l'idiot extrêmement concentré de Bouchra Morpouille. S'il y en a un autre qui se comporte comme un mouton, vous nous dites, on le fout en bergerie. L'option bloquée a été créée sur les réseaux sociaux pour les individus inutiles. Voilà. Alors, très bien, revenons à ce que je démontre. J'ai démontré dans la première partie de cette intervention en quoi consiste la révolution sénégalaise. Les couleurs radicales panafricanistes révolutionnaires de Pastef dans l'opposition sont devenues pâles. Pastef est même en train de devenir bleu au pouvoir. Voilà le fait. Alors, les partisans de Pastef ne sont pas contents quand je dis cela. Je les comprends. Mais personne ne peut comprendre leurs hésitations dans la rupture officielle des contrats, des accords de coopération néocoloniaux, sans un deal avec le néocolonialisme. Personne ne peut comprendre leur incapacité de rompre les relations diplomatiques avec un État qui assume publiquement son soutien au terrorisme, comme l'Ukraine. On ne peut pas le comprendre s'il n'y a pas d'allégeance du côté de l'OTAN, d'allégeance anti-africaine. Troisième élément, on ne peut pas comprendre les flatteries aux pires dictateurs africains comme Alassane Dramane Ouattara, de la part des dirigeants de Pastef. S'il ne s'agit pas de remplir les critères ou le formulaire de recevabilité par la France-Afrique. Et enfin, on ne peut pas comprendre que les promesses qui ont été faites avant l'arrivée au pouvoir, promesses de s'associer à l'AES, s'associer au Mali pour combattre le terrorisme, aucune ne soit tenue. Et qu'au contraire, des dirigeants qui se prétendaient, quand ils étaient dans l'opposition panafricaniste révolutionnaire, en soi à solliciter l'Union européenne pour qu'elle vienne s'installer militairement à leur frontière avec le Mali. Voilà suffisamment de faits qui doivent ramener mes frères et sœurs, les militants de Pastef, à la raison. La révolution pastéfienne a vécu. Nous sommes désormais à l'ère de la collaboration pastéfienne. Ce qui explique le ronronnement et l'absence de visibilité de la révolution au Sénégal. La révolution sénégalaise a viré en une réformette néo-bourgeoise. Voilà le fait. Maintenant, regardons la révolution camerounaise. Où est-ce qu'elle en est, la révolution camerounaise? C'est important qu'on aille de ce côté. Où en est la révolution camerounaise? Venons au Cameroun, mon pays natal. Qui trouble la classe? Ousseynou Mangane. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez que je vois s'il parle mal. Bon, Ousseynou Mangane, de l'avis de beaucoup de gens, vos contributions ici ne sont pas utiles. Donc vous allez au diable Vauvert. Au diable Vauvert, Ousseynou Mangane. Béni soit celui qui a inventé l'option Bloqueto. Bloqueto. Blocador. Blocadamos. Blocus. Bloqué. Celui qui trouble la classe, vous me donnez son nom. Je l'envoie au diable ouvert. La révolution camerounaise s'est arrêtée le 15 janvier 1971, quand le leader du seul grand mouvement politique camerounais qui ait revendiqué l'indépendance totale, la souveraineté totale du Cameroun sur la base du nationalisme et du panafricanisme révolutionnaire. Le dernier dirigeant de mon pays natal, eh bien, à avoir incarné et dirigé à un très haut niveau ce mouvement, s'appelait le professeur Ernest Ouandié. Il est exécuté le 15 janvier 1971 à Yaoundé par la soldatesque d'Aïdjo et de Paul Biya, son bras droit, sous les ordres de la France de Pompidou. L'Union des populations du Cameroun, qui était née depuis le 10 avril 1948, s'était donné pour programme unir les populations africaines du Cameroun pour en faire un seul peuple souverain. Élever le standard de vie du peuple camerounais et assumer toutes les conditions de sa souveraineté sur le plan politique et international. Les colons et les néocolons français, sous De Gaulle, décidèrent de massacrer tout le leadership
de la direction révolutionnaire panafricaniste du Cameroun. C'est l'armée française et ce sont les services secrets français qui ont assassiné Ruben Oumniobe le 13 septembre 1958 à Boumiébel, chez moi au Cameroun. C'est l'armée française qui a assassiné en novembre 1960 par empoisonnement à Genève à travers l'espion William Bechtel qui travaillait pour la SDES, les services de renseignement extérieur français, le successeur de Ruben Oumniobe à la tête de l'UPC, le docteur Félix Roland Moumié. C'est l'armée française, en association avec ses supplétifs africains, qui exécute le résistant, le docteur en sciences économiques, Osende Afana Castor, en 1966, dans la forêt du Sud Cameroun. C'est toujours et exactement la même armée française qui accompagne l'embryon de l'armée camerounaise dans une guerre génocidaire entre 1958 et 1971 qui va coûter plus d'1 million de morts au peuple camerounais. Donc quand Ouandie est exécuté le 15 janvier 1971, la révolution camerounaise, celle qui avait pour but de sortir radicalement le peuple camerounais de l'emprise du colonialisme français, va connaître un coup d'arrêt. Ceux qui dirigent le Cameroun depuis 1960 et jusqu'à ce jour, ce sont des dirigeants qui ont été choisis par les néocolonialistes français. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai publié hier sur TikTok la déclaration du journaliste historien Manuel Domergue, lequel expliquait comment la libération du peuple camerounais a été contrecarrée dans le sang, dans le mensonge et dans la fraude par la puissance coloniale française et par ses héritiers Amadou Ahidjo et Paul Biya. Quand je diffusais cela, on a fait sauter mon live sur TikTok au motif que je serais en train de promouvoir la haine, alors que j'enseignais l'histoire. Comme on m'appelle chef signé et que je n'aime pas les foutaises, je vais faire de nouveau écouter et bien enregistrer précisément les propos de l'historien journaliste français Manuel Domergue. Manuel Domergue a écrit avec deux autres auteurs, Théophile Tatitsa du Cameroun, Thomas Deltombe de France, un journaliste et historien français. Ils ont coécrit un livre qui est quelque part dans la maison ici, France-Afrique, aux origines de la guerre cachée, Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. J'ai eu l'honneur d'ailleurs d'être modérateur de la présentation de ce livre ici à Rouen. Quand il est sorti, ils sont venus, ils l'ont dédicacé à Rouen et j'étais modérateur de la conférence. Ce livre a été écrit sur la base des archives officielles françaises déclassifiées. Les auteurs, historiens et journalistes de formation ont utilisé les preuves françaises pour établir le génocide français. Donc, rapporter les propos de quelqu'un qui a travaillé sur les preuves, rapporter les propos de Manuel Domergue, qui a travaillé sur les preuves de la barbarie néocoloniale française et de la barbarie dictatoriale camerounaise d'Ahidjo et de Biya, rapporter ces propos, ce n'est pas faire promotion de haine. Ce n'est pas faire promotion de haine. C'est au contraire faire œuvre d'éveil et d'éducation citoyenne. C'est cela. Rapporter ces propos. Ce n'est pas faire promotion de haine, c'est faire œuvre d'éducation citoyenne. N'est-ce pas? Et ces propos sont là. Et je veux qu'ils soient à nouveau entendus pour qu'on sache où en est la révolution camerounaise. Que tout le monde sache que la révolution camerounaise est encore braquée par les héritiers du néocolonialisme français. Que le Cameroun est maintenu dans un état relativement comparable, mais pas identique à celui du Sénégal. C'est-à-dire que
la puissance néocolonialiste française veille à ce qu'à la tête du Cameroun, il n'y ait pas de dirigeant politique qui ne soit pas, de près ou de loin, au service des intérêts impérialistes, néocolonialistes français et occidentaux.